Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde. Yo! Bienvenue à Café. Non, c'est bon. Aujourd'hui, c'est un épisode entièrement disponible sur notre Patreon, patreon.com/Café Snake. Vous avez accès juste à un extrait pour les nouveaux auditeurs de Café Snake. Un épisode sur 2 est disponible entièrement, uniquement sur notre Patreon. Merci à tout le monde qui s'est déjà abonné, tout le monde qui va le faire. Et by the way, vous écoutez Café Snake, c'est la podcast de l'année selon l'émission Dans les médias qui est diffusée à Télé-Québec. Yeah, merci beaucoup à ceux et celles qui nous ont... champagne on the plane. Alors, le prix du balado a généré d'intenses conversations. On a fait porter notre choix sur un balado qui est apparu récemment, Café Snake. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont voté pour nous, I guess. Ouais, plus principalement, merci à tout le monde qui écoute Café Snake, tout le monde qui partage, le bouche à oreille. Les Café Snakers sont strong. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Mounir? Moi, aujourd'hui, je vais revenir sur qu'est-ce qu'on appelle aux États-Unis le Single Gate, donc l'incident avec le rédacteur en chef du magazine The Atlantic qui a été rajouté dans un group chat, dans une conversation de groupe dont faisaient partie plusieurs des plus hauts dirigeants des États-Unis, dont le vice-président et le conseiller à la sécurité nationale. Donc, comment il a pu assister en temps réel à la planification d'une opération militaire au Yémen et toutes les discussions qui ont suivi cette controverse. Toi, de quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Moi, je vais revenir. En fait, je veux dire que je vois tous les commentaires qu'on a sur le Patreon, les suggestions de sujets. Tous les sujets ont l'air vraiment intéressants et je me dis que je vais les couvrir à un moment donné. Mais c'est pas ça, malheureusement, que je fais aujourd'hui. Je reviens sur notre concept réalité spéculative, puis je vais réinvestiguer le site Polymarket, le marché prédictif en ligne, monté en proéminence pendant les élections américaines. Donc, sans plus tarder, place au... DJ News! Touloulou. You want my thick, deep fried, juicy looking breast, swings, thick thighs. You want my thick, deep fried, juicy looking breast, swings. I'm like if a hillbilly hick was a big booty bitch wearing a little. On est au petit matin à l'Assemblée nationale pour le bâillon, pour l'expropriation, pour favoriser la multinationale, multimilliardaire Stablex qui va enfouir des déchets toxiques qui proviennent pour 50% des États-Unis. Une vraie honte. La CAQ, c'est une vraie honte. Je suis pas forte sur ça pour les déchets des autres. Ramadan Mubarak. Une vraie honte. La CAQ, c'est une vraie honte. Lundi, les musulmans sont responsables d'une pénurie d'œufs. Mardi, ils propagent des punaises de lit dans les transports en commun. Mercredi, les femmes portent le voile, menacent la République. Jeudi, les cours d'arabe servent à former des générations d'islamistes. You will never return. But if you leave now, you may have an opportunity to return and enjoy. This is the craziest shit in the fucking world. Like, America welcomes those who respect our laws. Il a aimé mon profil. Il se souvenait plus de moi. Fait que il a aimé mon profil. J'ai vu qu'il avait aimé mon profil. J'ai aimé son profil et je l'ai écrit. Sur la ligne bleue, orange. D'autres messages suivront. Donc, première des G-News, je l'ai nommée la Ghiblification. Vous avez sûrement vu ça passer. Donc, il y a un nouveau générateur d'images d'OpenAI qui a généré une vague d'images inspirées du studio Ghibli. Et là, il y a eu toutes sortes de critiques, notamment parce qu'on dit que la philosophie du studio d'animation du réalisateur Hayao Miyazaki, on s'est mis à utiliser l'effet Ghibli pour ghiblifier des photos déjà existantes. Même le Café Snake le fait. Les films du studio Ghibli, là, pour les gens qui sont pas familiers, mais le plus populaire, c'est Spirited Away, qui avait gagné un Oscar, ou Ponyo, ou d'autres de ces films-là qui ont une esthétique très claire. L'animation, je trouvais, fait partie du storytelling. Il y a toutes sortes de discours de critiques parce qu'on dit que ça va à l'encontre de la philosophie du studio et même du réalisateur mythique Hayao Miyazaki. Il aurait même dit dans un documentaire en 2016 qu'il était finalement pas mal contre l'intelligence artificielle et que ça le dégoûtait, qu'il souhaiterait jamais intégrer cette technologie-là dans son travail. Il a même dit, je pense fermement que c'est une insulte
adulte à la vie elle-même. T'sais, on parle des fois de l'aura d'une œuvre, là, notamment Walter Benjamin qui parlait de la perte de l'aura d'une œuvre à l'ère de sa reproductibilité technique. On pourrait dire que maintenant l'œuvre d'art est à l'ère de sa générativité technique. Ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est un tweet de Sam Altman, donc le dirigeant de OpenAI. Je l'ai traduit en québécois, fait que je vais le lire en québécois. Être moi, puis là il y a comme une flèche, c'est se démener pendant une décennie à essayer de créer une super intelligence pour guérir le cancer ou whatever. Ensuite, tout le monde s'en calisse pendant 7,5 années, puis pendant 2,5 ans, tout le monde te déteste pour tout. Puis ensuite, tu te réveilles un jour avec des centaines de messages qui disent « Regarde, je t'ai transformé en twink style Ghibli, haha ». Puis là, il se trouve bien drôle. Évidemment, moi, ce qui a capté mon attention, c'est le tout début là, de son tweet quand il dit qu'il s'est démené pendant des années pour guérir le cancer ou whatever. C'est vraiment, tu sais, on parle tout le temps de mise en récit, ça c'est vraiment un quick récit, là. Un quick récit, évidemment, un rebrand aussi de la cupidité sans fin des hyper-capitalistes comme lui, de l'accumulation de richesses, qui deviendrait tout d'un coup un sacrifice personnel, un véritable don de soi. Ben oui, surtout quand Sam Altman, c'est le meilleur exemple parce qu'il était littéralement dans le discovery de sa poursuite entre OpenAI et Elon Musk. Tu vois leurs échanges de courriels de lui qui essaye sans arrêt de soudoyer Elon, qui plaide pour recevoir de plus en plus des grosses sommes d'argent. Il y a eu le méga gros backing des plus gros investisseurs au monde pour faire son projet, là. Fait qu'il fait comme s'il travaillait tout seul sur son ordi pendant 7 ans, là. Ben, une chance que Sam Altman est là pour nous offrir la possibilité de nous transformer en personnages du studio Ghibli. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que par rapport aux recherches que je fais sur les explorateurs, les grands explorateurs, notamment de l'Antarctique, mais aussi bien avant, moi je m'intéresse au méta-récit, au grand récit, la conquête de l'Ouest. Hein. C'est le même esprit colonial, la poursuite de l'entreprise coloniale. Ça me rappelle ces discours-là, finalement, ce récit-là. Puis je sais pas si tu l'avais mis dans tes notes, là, mais comment il glorifiait le fait qu'il avait attrapé le scorbut, genre ça. Oui, ben je l'ai pas mis dans mes notes, mais c'est dans mon livre. C'est tellement intéressant parce que le scorbut, c'est ça, c'est une affection, une maladie qui se développe quand on manque de vitamine C, puis ça, on disait que c'était la maladie des marins parce que souvent dans les grandes explorations, les grandes navigations, ben là, évidemment, on se mettait à manquer de denrées fraîches et on développait le scorbut. Puis là, Sam Altman, il a développé le scorbut parce qu'il se dévouait tellement à la super intelligence, finalement, qui a arrêté de se nourrir convenablement. Pour revenir à cette figure-là des grands explorateurs polaires, on est à la fin du 19e siècle, même début 20e. Ça participe à une vision du héros. La façon dont on envisage les héros dans l'histoire, elle a changé. Puis ça s'inscrit dans une tradition qui est celle du sacrificial warrior. Donc le soldat, finalement, qui meurt au combat. Celui qui se sacrifie pour sa nation. Puis c'est un peu ça comme l'image que vient invoquer Sam Altman. Ce qu'on pourrait appeler un héros impérial, tel que théorisé par certains. Puis c'est ça, je te parlais de la conquête de l'Ouest aux États-Unis. On a des figures comme ça, par exemple le général Custer. Et là, ça dit figure américaine des guerres indiennes. Je sais pas si c'est comme un terme politically correct, là, les guerres indiennes, mais c'est ça qu'il y a sur Wikipédia. Donc, ils se sont échelonnés de 1778 à 1890, des guerres qui ont opposé les colons et les Premières Nations. Et ça s'inscrit là, dans la colonisation du quote-unquote « Nouveau Monde ». Ben c'est ça, guerre, c'est le mot euphémisé, là, parce que c'était un génocide, là. Total. Ça a tellement été sanglant, ça a tellement été horrible que de leur vivant, ces figures-là mythiques, ces héros entre gros guillemets, ils ont senti l'importance de transmettre leur vision de l'histoire. Des précurseurs, je dirais même de l'autofiction, où ils ont publié des fausses biographies, ils ont vraiment fictionnalisé les grandes batailles et ils ont même formé un cirque ambulant qui s'appelait le Wild West Show. C'est des spectacles itinérants à grand déploiement qu'ils ont fait aux États-Unis, en Europe, qui mettaient en scène des stéréotypes, celui du cow-boy, de l'Indien, pour faire revivre aux gens, même aux Européens qui avaient aucune idée de ce qui se passait, le mythe de la conquête de l'Ouest. Donc, on est déjà dans un rapport à la fiction. C'est la même chose pour les explorateurs, parce que eux autres, quand ils exploraient les contrées, là, par exemple l'Antarctique, c'était directement lié avec la presse écrite, l'apogée, l'âge d'or de la presse écrite. Quand ils revenaient de leur expédition, ce qu'ils faisaient, c'était écrire. Là, je vais juste te lire un truc que je trouve intéressant parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, il n'y a plus de frontières géographiques à explorer. Alors, quelles frontières est-ce qu'on va explorer?
les frontières technologiques. C'est dans l'espace ou dans cette idée de course vers la super-intelligence que va s'articuler l'appétit impérialiste du moment. En ce moment, c'est ça. Les puissances impérialistes du monde s'affrontent au niveau de la technologie. Quand on parle de Imperial Hero ou héros impérial, là, c'est une quote que je sors de mon livre, le Antarctic Destinies, que je vais mettre dans les notes. Les héros impériaux ont développé un pouvoir instrumental, tu sais, les grands explorateurs, parce qu'ils servaient à expliquer et à justifier la montée de l'État impérial. Personnifiant la grandeur nationaliste, ils offraient des exemples d'abnégation au service de la génération actuelle. Ils étaient des éclaireurs qui pénétraient dans l'espace géographique et ethnique, préparant la voie à une conquête morale. Ils ont été utilisés pour incarner la volonté collective, les stéréotypes d'une culture partagée et les promoteurs de l'unité face à la fragmentation. Ils ont également servi d'avertissement pour l'avenir à une élite qui craignait son déclin. Et ils ont agi en tant qu'instrument de groupe de pression et d'intérêt dans la formulation des politiques. C'est exactement ce qu'on voit à l'œuvre dans la politique américaine, notamment la deuxième administration de Trump, où ces explorateurs-là technologiques jouent un rôle pivot. Une autre façon qu'on a de voir l'appétit pour l'exploration traversée des frontières qui n'ont jamais été traversées, c'est notamment à travers un fait divers relativement récent, celui de Ocean Gate. L'homme d'affaires qui était à la tête de ça, Richard Stockton Rush III, il avait cette ambition d'aller explorer des endroits qui ne sont pas explorés. C'est ça qu'il disait là, dans une entrevue. Il avait dit « Une des seules frontières terrestres qu'on n'a pas assez investigué, c'est les fonds sous-marins. » C'est juste pour dire que ça fait partie un peu de l'éthos des hommes d'affaires de s'envisager comme des explorateurs dans le prolongement de l'aventure coloniale. Intéressant. Ouais, c'est ça. Donc, le deuxième DG News, c'est un nouveau segment que j'ai décidé d'appeler le Carnival. Donc, c'est Mark Carney-Vol. Ça va être un segment jusqu'aux élections où est-ce que je vais faire un résumé de mes observations de la semaine de campagne. Comme c'était la première semaine de la campagne fédérale, je vous rappelle, le débat en français va avoir lieu le 16 avril en direct sur ma chaîne Twitch. Les élections, c'est le 28 avril. On va commencer par Mark Carney parce que cette semaine, c'était vraiment jour après jour. Il y avait une nouvelle affaire qui sortait sur Mark Carney, que ce soit son historique professionnel. Il a refusé aussi de faire le débat de Québécois à TVA, ce qui a vraiment orienté tout le groupe Québécois contre lui, on dirait. Je pense que c'est vraiment pas une bonne chose qui s'est passée. Hier, je voyais à la TVA Nouvelle au Journal de Montréal, la cover, c'était qui est le vrai Mark Carney, avec genre les liens à Davos, les liens à Bilderberg, un peu plus, puis mettez les francs-maçons, là, tu sais. On est à la découverte du personnage. C'est ça. Je suis même tombée sur un TikTok, là, hier soir, on l'a regardé ensemble, puis moi, sur mon feed, c'est des femmes mûres. Puis là, il y a une femme qui dit « Hey, il est vraiment cute, Mark Carney. » C'est un Silver Fox. Is it just me, or is Mark Carney kind of hot? Like, he's kind of good looking, right? He's well spoken. I can listen to every word he has to say. And that smile, and he plays hockey, and he's educated. I mean, it's not just me, right? Je me suis dit, ça doit être de la propagande. C'est ça, le seul bon coup qu'il a fait cette semaine, c'est quand Trump l'a pas appelé gouverneur, il l'a appelé premier ministre. Fait que le seul bon coup de Mark Carney, c'est Trump qui lui a donné, ce qui est quand même... Je sais pas comment cette dynamique-là entre les candidats et Trump va avoir un rôle à jouer dans le vote en tant que tel, parce qu'on essayait, ou on essaye toujours de dépeindre Poilievre comme notre mini-Trump, mais Trump a de l'air de vraiment plus aimer Mark Carney. On est vraiment dans l'espèce de déconstruction du personnage de banquier, parce que c'est comme ça qu'on nous le présentait au début, c'était très surface. Ah, c'est un banquier. On a même vu quelqu'un sur TikTok qui disait c'est pas juste un banquier, c'est le banquier. Créer un aura qui faisait en sorte qu'on questionnait même pas ses activités professionnelles. Le discours de Poilievre, essentiellement, ça a été de chier sur le Canada pendant ces dernières années-là, puis de dire Trudeau sucks. C'était pas assez profond pour nous rallier. Il y a un leader qui devait émerger de ça. Puis je pense que c'est clair maintenant que ces leaders-là, c'est Mark Carney. Mark Carney, c'est pas juste un banquier, c'est le banquier. Sinon, un autre bon coup, comment vous voulez juger, c'est que cette semaine, on a même eu le droit à une petite intersection entre la courbe de Poilievre et de Mark Carney sur Polymarket. Comme Daphné va vous parler plus tard là, de Polymarket plus largement, mais il joue vraiment un rôle définitif dans la couverture médiatique en ligne de cette élection. Donc, on va poster au jour le jour les variations. Puis cette semaine, ils se sont croisés pour la première fois depuis quelques jours, et là, ils se sont recroisés. Donc, Poilievre avait pris les devants au milieu
milieu de la semaine. Et là, suite à l'appel entre Trump et Carney, Carney a repris l'avant vraiment. Trump a parlé de Carney comme si ça allait être lui le premier ministre après les élections. Mais juste spécifier que Polymarket, c'est une plateforme pour faire des paris. Là, exact. Genre, c'est comme un parier finalement, mais sur des événements réels. Polymarket a tellement joué un gros rôle dans l'élection américaine. Elle a tellement détonné avec les résultats des sondages. Sur Polymarket, la veille de l'élection, c'était sûr, si on se fiait juste à ça, que Trump allait gagner. Tandis que les sondages donnaient un résultat beaucoup moins convaincant. Et comme on connaît, le résultat a été assez décisif quelques heures après la fermeture des bureaux de scrutin. Donc ça fait en sorte que Polymarket a eu cette grosse montée en proéminence, puis on la récupère ici au Canada. Fait que moi je me dis, est-ce que Polymarket est manipulé en ce moment? C'est ça que... Mais on va en parler plus tard. Ouais, exact. Ça va être très intéressant. Exact. Parce que moi, ce que je présuppose, mon hypothèse, c'est que Polymarket, c'est plus juste une plateforme de paris spéculatifs, c'est aussi un média avec une politique éditoriale. Ben oui, ok, ça c'est intéressant ça. Fait que abonnez-vous au Patreon. C'est important. Qu'est-ce que je pensais qu'allait être la force de Carney et finalement sa plus grande faiblesse à date médiatiquement? Le fait qu'il a pas été... Donc là, ça c'était la fin de la section gratuite de l'épisode de Café Snake. Pour écouter l'épisode au complet, vous pouvez vous abonner à notre Patreon, le patreon.com/Café Snake. Pour tous les nouveaux auditeurs de Café Snake, parce qu'on voit le bouche à oreille fonctionne, la propagande, il faut qu'elle continue. Mais juste vous dire qu'il y a énormément beaucoup d'épisodes qui sont juste sur le Patreon, qui vont vous intéresser, de nos meilleurs épisodes qui sont là. Fait que je vous recommande, c'est vraiment un bon abonnement. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Pour un épisode complet, ça va être la semaine prochaine. Bye! Bisous!